Bonjour à tous. Donc moi effectivement j'ai la lourde tâche de vous parler des maladies métaboliques. C'est un très gros sujet qui peut difficilement être traité en détail en 30 minutes parce que c'est très complexe et que même nous hépatopédiatres qui en voyons peut-être plus que vous à l'âge adulte, on fait très souvent appel aux collègues en métabo dans les services spécialisés. Donc je me suis concentrée sur les grands éléments diagnostiques et sur les pathologies que vous pouvez être amenés à suivre à l'âge adulte avec les principaux éléments. Donc tout d'abord quelques rappels. Quand on parle de maladies héréditaires du métabolisme, on parle d'erreurs innées du métabolisme qui consistent dans des déficits enzymatiques sur l'une des voies, des nombreuses voies métaboliques, parfois plusieurs voies, mais c'est quand même exceptionnel. Le plus souvent, ce sont des maladies qui touchent plusieurs organes. En premier lieu, le foie et le côté neuro, avec notamment le cerveau, mais également le muscle, le cœur, le rein et l'œil pour les principales atteintes. Les déficits sont de sévérité variable en fonction du degré de déficit enzymatique et tout ça, ça conditionne l'âge de révélation et finalement plus ou moins la durée de survie de l'enfant, enfin du patient, puisque quand même pas mal de maladies sont létales dans la petite enfance du fait de l'atteinte neurologique prédominante qui en général qui peut aboutir en tout cas à une limitation des thérapeutiques et qui peut également, on pense aujourd'hui, être responsable de pas mal de morts subies du nourrisson non étiquetées par définition, notamment dans les déficits de la bêta-oxydation des acides gras. Pour vous, il est important de savoir les facteurs déclenchants des décompensations si vous êtes amené à en suivre à l'âge adulte. Ce sont les situations de catabolisme, donc essentiellement le jeûne et les infections, les chirurgies. Dans ce topo, je me suis concentrée sur les maladies qui sont à port d'entrée essentiellement hépatiques, puisque pour vous, c'est l'essentiel de votre pratique, et j'ai exclu la maladie de Wilson et l'hémochromatose, que vous connaissez mieux que nous en général. Donc tout d'abord, la classification usuelle, elle est en 3 catégories. Dans un premier temps, dans une première case, les maladies d'intoxication, essentiellement protidiques, avec les acides urées organiques, les déficits du cycle de l'urée et les aminoacidopathies, mais également glucidiques, avec la galactosémie et la fructosémie. Autre grande catégorie, les maladies par déficit de production énergétique. Donc là, en première place, on a vraiment les anomalies de la chaîne respiratoire mitochondriale et la bêta-oxydation des acides gras. Moins sévères, mais que vous en verrez quand même à l'âge adulte, les glycogénoses, notamment le type 1 et le type 9. Dernière et grande catégorie, c'est la plus large, c'est ce qu'on appelle les anomalies de synthèse et de catabolisme des molécules complexes, donc ça veut tout dire et rien dire, mais retenez quand même parmi celles-ci les maladies de surcharge lysosomale avec les Gaucher et les Niemann-Pick essentiellement, mais aussi les maladies peroxysomales et les CDG syndromes. Donc, de plus en plus de traitements sont proposés pour ces maladies avec des prises en charge diététiques, des prises en charge enzymatiques, qu'elles soient par la stimulation de la synthèse endogène avec des nouveaux traitements ou une enzymothérapie substitutive, également des traitements chélateurs, quelques essais de thérapie génique qui sont de plus en plus plébiscités par corrélation avec d'autres maladies. Et puis, vous serez peut-être amené à suivre également nos patients transplantés pour leurs maladies métaboliques, mais il faudra quand même continuer de dépister les atteintes connexes s'il en est. Donc tout ça amène à une plus grande survie des malades et peut-être doit vous amener à vous former au fur et à mesure de votre carrière. Donc, quand y penser, dans un premier lieu, c'est des présentations qui sont extrêmement polymorphes. On distingue grosso modo deux cas de figure, les phases aiguës, dont la sévérité peut être variable. Donc, les hypoglycémies, le grand classique, toujours évoqué les glycogénoses et les cytopathies mitochondriales. Et si votre hypoglycémie n'est pas associée à une cétose, donc les hypoglycémies acétonémiques, bien penser aux anomalies de la bêta-oxydation des acides gras, c'est assez spécifique. L'hyperlactacidémie, avec ou sans hypoglycémie et sans autres facteurs déclenchants retrouvés tels qu'une défaillance multiviscérale ou autre, doivent vous faire évoquer des glycogénoses, même sans hypo, et les cytopathies mitochondriales. Hyperammoniémie, avec ou sans insuffisance hépatocellulaire, assez pas spécifique, mais doit vous faire toujours penser aux anomalies du cycle de l'urée. Et également, puisque c'est aussi une cohorte pédiatrique plus fréquente que chez les adultes, à chercher des fistules portosystémiques. Rien à voir avec les maladies métaboliques, mais c'était l'occasion d'en parler ici. Plus sévère, les comas acidocétosiques, en général, là, c'est plutôt les réanimateurs qui sont en première ligne, mais évoquer les leucinoses, les aciduries organiques, même à l'âge adulte, soit par déficit de suivi, soit par rupture de suivi. Dernière catégorie de maladies qui sont mal classées, c'est je ne sais pas si vous connaissez ces
Maladie génétique par déficit en NBAS ou en SKIL1, ce sont des patients qui, ça peut mimer des maladies métaboliques, on n'arrive pas trop bien à les caractériser. C'est des patients qui font des insuffisances hépatocellulaires récurrentes au moment d'épisodes fébriles. Et donc nous, on en diagnostique de plus en plus, en tout cas en pédiatrie, parce qu'on a l'outil génétique qui va bien maintenant. Maintenant, dans le plus courant, je pense, de votre activité, les hors décompensation. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir comme présentation? Des hépatomégalie isolées, toujours chercher des glycogénoses, même sans hypo. Les hépatosplénomégalies sans cirrhose ni HTP, pensez maladie de surcharge. Des cirrhoses multinodulaires, en général, ça c'est plutôt des transferts de pédiatrie, mais tyrosinémie. Et surtout les stéatoses sans syndrome métabolique tel que vous l'entendez chez l'adulte avec HTA, ou surpoids, etc. Pensez maladie de Wilson, déficit de la bêta-oxydation des acides gras, glycogénose, fructosémie et cytopathie mitochondriale. Maintenant, vous allez avoir les portes d'entrée hépatiques et autres. Donc, hépatique plus neuropsy. Donc, tout ce qui est troubles de la marche, syndrome extrapyramidal, épilepsie, c'est essentiellement les cytopathies mitochondriales, les cycles de l'urée et la bêta-oxydation des acides gras. Les troubles psychiatriques divers, vous devez penser, mais je pense que vous le savez, maladie de Wilson, Niemann-Pick type C, il y a des diagnostics vraiment à l'âge adulte sur des espèces de replis un peu autistiques chez les adultes. Retard intellectuel, finalement, c'est assez peu discriminant, mais c'est une donnée fréquente. L'atteinte hépatique associée à une atteinte cardiaque, deux cas de figure, soit une cardiomyopathie hypertrophique, notamment dans les glycogénoses de type 3, et les aciduries organiques, et les troubles du rythme qui sont assez fréquents dans les troubles de la bêta-oxydation des acides gras. Et enfin, les hépatiques plus autres signes. Donc, si vous avez des anomalies ophtalmo, pensez galactosémie, peroxysome, cytopathie et cycle de l'urée. Anomalie de la NFS, si c'est plutôt des anémies, maladie de Gaucher, neutropénie, glycogénose de type 1B. Anomalie rénale, que ce soit néphrocalcinose, tubulopathie ou glomérulopathie, tyrosinémie et acidurie organique pour les principales. Et anomalie pneumo, pensez Niemann-Pick type C. Voilà, c'est un peu lourd, je suis désolée. Alors maintenant, quels examens en première intention? Donc, il faut essayer de les orienter en fonction du tableau clinico-biologique, mais si vous êtes appelé un petit peu rapidement et que vous n'avez pas le temps de réfléchir, il faut déjà dire congeler plasma et urine. D'accord, pour un patient qui a une défaillance métabolique ou une suspicion de maladie métabolique. Ensuite, si vous avez le temps de vous poser, vous pouvez demander toujours le ionobilan hépatique, en général ça c'est sous-cortical, mais les CPK, l'acide urique, l'ammoniémie, un gaz du sang pour avoir un reflet de votre équilibre métabolique, des chromatographies des acides aminés plasmatiques, en particulier quand vous avez une hyperammoniémie, et les SAO urinaires devant toute anomalie neuro associée à votre tableau hépatique. Les points redox, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement, nous, en pédiatrie, mais chez l'adulte aussi, ça peut être proposé. En général, on le fait en préprandial et en postprandial. Et ça vous permet, en fonction des augmentations, je vous les ai mises là, mais c'est plus du détail, mais retenez qu'il faut l'analyser plus avec les collègues du métabo après, dans un deuxième temps, soit vers des cytopathies mitochondriales, soit plutôt vers des anomalies de la bêta-oxydation, en fonction des anomalies que vous allez constater sur vos rapports. Toujours penser à apporter des apports glucosés suffisants, arrêter les protides et assurer un équilibre ionique et une hydratation suffisante. En deuxième intention, donc là c'est un peu la liste, je vais vous laisser la lire, mais concrètement pour les bêta-oxydations, on complète avec un profil des acylcarnitine. Pour les cycles de l'urée, acide orotique urinaire. Pour tout tableau neuro, où vous ne savez pas trop, neurohépato, Niemann-Pick. Et puis après, pensez à bien faire des activités enzymatiques ciblées, si c'est disponible dans votre hôpital, pour des glycogénoses, des déficits enzymatiques qui sont caractérisés et que vous confirmerez ensuite votre suspicion diagnostique avec une biologie moléculaire. Voilà pour la partie un peu systématique. Maintenant, quand on va potentiellement vous transférez les patients pour le suivi. Donc le plus gros morceau, c'est les glycogénoses, en particulier la type 1. Donc je vous ai fait un tableau comme ça, mais je ne vais pas tout vous lire. Pour chacune, vous avez l'enzyme et le gène déficitaire. Je vais insister sur les points importants. Donc la glycogénose type 1, c'est les plus sévères sur le plan des hypoglycémies, extrêmement symptomatiques dans la période les 3 à 6 premiers mois de vie. C'est des enfants qui font des épisodes de malaise, qui pleurent tout le temps, qui ont tout le temps faim, et qui peuvent avoir des conséquences neurologiques de ces hypoglycémies si elles ne sont pas diagnostiquées à temps. Pour vous, à l'âge adulte, c'est essentiellement le suivi de la maladie hépatique avec la gestion du régime et le dépistage des atteintes en gros, ils font des adénomes qui peuvent se transformer en hépatocarcinome. Donc, il faut absolument penser à les surveiller en biologie et en imagerie.
Tout ce qui est régime en période infantile, ils ont le plus souvent une nutrition entérale assez prolongée, jusqu'à l'adolescence parfois. Puis on enrichit progressivement les repas avec de l'amidon de maïs le plus souvent. Et puis on vous les transfère après, normalement sevrés de la nutrition entérale, mais avec un suivi qui doit être quand même vraiment poursuivi. Ça peut être, parmi les glycogénoses, il y a 2 indications de transplantation hépatique potentielles. La type 1, si ils font un hépatocarcinome ou pour un très mauvais équilibre métabolique avec des manifestations précoces d'athérosclérose. Et puis la type 4, je ne vais pas en parler sur le tableau, mais sachez que c'est une forme de glycogénose qui est cirrhose dans l'enfance et qu'en général on transplante dans les 2 premières années de vie. Voilà, je vous ai mis le bilan type un peu du suivi de la glycogénose, NUM, bilan hépatique, les CPK pour les glycogénoses avec une expression musculaire, l'acide urique et le bilan phosphocalcique, c'est important aussi. Deuxième type de glycogénose que vous allez peut-être être amené à suivre, les glycogénoses de type 3. Eux, ils font finalement des hypoglycémies qui sont beaucoup moins profondes, mais par contre, ils développent petit à petit une atteinte musculaire et une atteinte cardiaque qu'il faut que vous dépistiez dans votre suivi systématique au moins annuellement. Ils font des hypoglycémies qui sont beaucoup moins symptomatiques et avec des lactates qui sont normaux à jeun. Par contre, les lactates montent en postprandial. C'est des petites différences, vous aurez tout sur le tableau. En général, assez rapidement sevrés de la nutrition entérale. Et pensez à bien mettre en place le suivi cardiaque et kiné musculaire. Les 2 moins fréquentes, mais qui vous allez aussi être amené à suivre, la type 6 et la type 9, qui régressent en général à l'adolescence sur le plan des symptômes hépatiques, en tout cas des hypoglycémies. En revanche, les types 9 peuvent évoluer vers la fibrose, donc à surveiller également. Pour tout ce qui est haute maladie énergétique, en dehors des glycogénoses, sachez que le plus souvent l'atteinte neurologique est au premier plan, et même nous, hépatopédiatres, en général, on aide au diagnostic, en tout cas on participe au diagnostic, mais on transfère rapidement le suivi soit aux équipes de métabo, soit aux équipes de neuro, et le plus souvent ils ne sont pas accessibles au projet de transplantation, donc ils sont pas tellement dans nos cohortes de malades. Si on vous demande un suivi conjoint, évidemment, pensez à toujours éveiller l'attention sur le risque de carcinome hépatocellulaire avec une surveillance échographique et biologique ad hoc. Maladie d'intoxication, maintenant la première, la tyrosinémie de type 1. Donc le diagnostic est le plus souvent fait dans les premiers mois de vie avec une insuffisance hépatocellulaire très symptomatique, en général déclenchée par une infection à coli, c'est un facteur qu'on retrouve souvent. Et puis après une évolution qui, une fois le diagnostic confirmé par la succinylacétone urinaire, puis la confirmation moléculaire, on met en place un traitement par NTBC qui est un pesticide de base qui bloque en fait la cascade du métabolisme de la tyrosine et évite l'accumulation notamment neurologique et hépatique. Et donc ce traitement n'est pas très très bon et en général extrêmement bien observé quand c'est les parents qui donnent, mais dès que l'enfant grandit un petit peu, c'est très très compliqué de garder une observance adéquate pour la maladie. Donc, et je ne vous parle pas du régime qui est très pauvre en protéines, donc extrêmement discriminant pour les enfants. Donc généralement, malheureusement, l'observance à l'adolescence, et quand on ne voulait pas, c'est de pire en pire. Et c'est des patients qu'on peut être amené à transplanter dans l'enfance pour un hépatocarcinome, voire même à l'âge adulte, même combat, quoi. Suivi neuro à accentuer, suivi néphro, très important aussi, qui peut conditionner ou pas le projet de transplantation. Il y a des patients qui sont insuffisants rénaux dès l'enfance et ça nous embête un peu pour le projet de greffe. Et le suivi ophtalmo, puisque le NTBC a ses avantages hépatiques, mais en bloquant la cascade, il induit l'accumulation d'un autre métabolite dans l'œil, et donc ça donne des tyrosinines type 2. Voilà. Le déficit en OCT, c'est le plus fréquent des déficits du cycle de l'urée et c'est un de ceux que vous pouvez être amené à faire des primo-diagnostics à l'âge adulte, notamment chez les filles. Le plus souvent chez les garçons, c'est une maladie qui est liée à l'X, donc elle est extrêmement sévère chez eux. Chez les filles, il y a des formes beaucoup plus frustes, avec parfois une encéphalopathie plus modérée, d'installation progressive, voilà, que vous pouvez, en faisant le lien entre foie et neuro, évoquer. Le diagnostic est d'abord biochimique puis moléculaire comme dans toutes ces maladies. Le traitement est essentiellement symptomatique avec une succession de traitements hypoammoniémiants qu'on peut même associer. Un régime pauvre en protéines et supplémenté en arginine et en vitamines. Autre maladie que vous pouvez éventuellement diagnostiquer à l'âge adulte, la citrullinémie de type 2.
Donc nous, on voit les formes néonatales sous forme de cholestase néonatale et puis finalement une hépatomégalie stéatosique qui s'installe et qu'on continue de suivre. Ça peut être des patients qui ont cette même hépatomégalie stéatosique avec des accès d'encéphalopathie sans forcément d'insuffisance hépatocellulaire. Attention, ces patients, c'est vraiment métabolique sans insuffisance hépatique. Et des patients qui, curieusement, ont spontanément une aversion pour les sucres. Pareil, traitement symptomatique, hypoammonie amiant, régime. La fructosémie, un diagnostic assez facile pour nous puisque l'anamnèse est en général très évocatrice. C'est des gamins qui posent zéro problème sur les 4-5 premiers mois de vie et puis au début de la diversification qui vomissent, qui font des espèces de malaise après les premières prises de compote et d'autres fruits divers et variés et donc qui peuvent même faire des épisodes d'insuffisance hépatocellulaire concomitamment de ces charges entre guillemets en fructose. On confirme le diagnostic avec le diagnostic moléculaire des mutations sur le gène ALDO-B et le régime est très facile, pas de fructose à vie, on supplémente en vitamine C, on dépiste les carences évidemment. L'atteinte rénale peut évoluer pour son propre compte mais en général pas tellement problématique. Et enfin, la galactosémie, pareil, un tableau très facile pour nous. Insuffisance hépatocellulaire néonatale, grosso modo, il n'y a pas 36 causes, mais la galactosémie en est une. Donc, c'est des insuffisances hépatocellulaires avec vraiment des altérations très profondes des fonctions de synthèse, des syndromes hémorragiques assez bruyants. Des enfants qui sont très jaunes en général. Un diagnostic qui peut être dépisté, qui peut être fait très rapidement avec un test biochimique qui est disponible quasiment partout, qui s'appelle le spot test, et que vous confirmez après sur le plan moléculaire. Et donc, finalement, dans la conduite à tenir en urgence, on évite le galactose, donc le lactose. Et donc, ça veut dire que c'est un enfant qui ne peut plus, s'il était en allaitement maternel, il ne peut plus avoir d'allaitement maternel. On lui donne du lait sans lactose, le Diargal. Il y a tout un tas de formules. Et chez le plus grand, on tolère des micro-quantités de galactose qui sont présentes dans de nombreux aliments pour ne pas être trop restrictif sur le régime. Mais il faut penser à bien les supplémenter en calcium quand ils ne prennent plus leurs 4 biberons par jour, etc. Sur le long terme, et malheureusement assez indépendamment de la qualité du suivi du régime, risque de cataracte, anomalie cognitive et infertilité, surtout chez la fille. Et dernier point, et c'est pas le plus facile, c'est les maladies de surcharge. Donc grosso modo, là, l'atteinte neuro est assez présente dans les formes sévères, mais vous avez quand même des formes un peu plus légères que vous pouvez voir chez l'adulte, notamment la maladie de Gaucher. Vous pouvez avoir un type 1 viscéral avec uniquement une hépatosplénomégalie sans atteinte neuro, ce qui fait qu'ils vont arriver peut-être dans votre patientèle. Il y a des enzymothérapies qui sont assez efficaces, qui régressent en tout cas, enfin qui permettent d'arrêter la progression de l'organomégalie. Le Niemann-Pick C, en général, il y a quand même des anomalies hépatiques dans l'enfance, mais qui sont pas très bruyantes, en tout cas pas d'ictère majeur, donc parfois, il y a quelques histoires de chasse de diagnostic à l'adolescence, et donc j'imagine chez le jeune adulte aussi, sur des syndromes psychiatriques, c'est des replis un peu autistiques. Voilà, c'est des patients qui évoluent vers la cirrhose systématiquement. Nous, on n'en a jamais greffé en pédiatrie, en tout cas à Bicêtre, je ne sais pas dans les autres centres, mais je ne crois pas que ce soit vraiment retenu. Petit indice en faveur de la pneumopathie interstitielle qui est en général présente assez tôt dans l'évolution de la maladie et des anomalies ophtalmo. Il y a des enzymothérapies qui sont validées pour les formes modérées neurologiques pédiatriques. Et enfin, le déficit en lipase acide lysosomal, c'est la dernière, je vous rassure. Donc la maladie Volman que nous on voit en forme pédiatrique très sévère, et vous voyez plutôt les formes atténuées qui sont les surcharges en ester de cholestérol, des patients qui ont une hépatosplénomégalie, parfois des troubles nutritionnels et des anomalies, un cholestérol du bilan lipidique. Enzymothérapie, effet discutable pour le moment. Donc voilà, finalement, quels sont les messages principaux? Savoir y penser, c'est surtout ça. Rechercher et vous orienter pour les examens complémentaires en fonction des signes extra-hépatologiques. Suivi pas si contraignant. En général, très très important de le faire en collaboration, au moins avec diététiciens, métaboliciens, neurologues. Ne pas hésiter à appeler les services de métabo, qui sont en général des gens passionnés, qui sont bien meilleurs que moi pour vous présenter ce genre de choses. Voilà, le vadémécum, je ne sais pas si vous en avez dans vos services d'adultes, c'est la bible de la métabo, très simple. Pour chaque maladie, vous avez ce que vous devez rechercher sur les chromatographies et un peu quelques bases de traitement et la conduite à tenir en urgence. Voilà, j'ai fini.